2025, l'année où le règne d'Alassane Ouattara prendra fin, Lassine Gon Coulibaly, fils d'Amadou Gon Coulibaly, dit ses vérités. Selon lui, l'après-ado sera très chic. Lassine Gon Coulibaly s'adresse à la nation, au peuple ivoirien. Trop c'est trop. Alassane Ouattara, c'est fini selon lui. On l'écoute alors. À ce jour, plusieurs figures majeures de la vie politique ivoirienne, toutes issues du suffrage ou de la légitimité populaire, ont été délibérément écartées du jeu électoral. Le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, acquitté par la Cour pénale internationale, mais resté radié de liste électorale par le Conseil constitutionnel ivoirien. Pas pour une faute qu'il ait commise, pas pour un nouveau crime, à part celui inventé de la BCEAO, mais parce qu'on veut l'empêcher d'exister politiquement. Le président Guillaume Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, condamné par contumace, poursuivi, traqué, exilé. Ses partisans sont harcelés, ses proches emprisonnés ou tenus sous silence. Pas pour des faits de corruption avérée, mais parce qu'il dérange le plan de succession du pouvoir en place, tout simplement. Et le président Tidiane Thiam, cadre du PDCI, reconnu à l'international, plébiscité par une partie de la jeunesse ivoirienne et de la diaspora, radié de la liste électorale au motif grotesque qu'il ne serait pas ivoirien. Pourtant, le président Tidiane Thiam est petit-fils du président Houphouët, fils de Amadou Thiam, haut fonctionnaire ivoirien, mais il n'est pas ivoirien parce qu'il est menaçant électoralement. Et Charles Blé Goudé, revenu de la CPI, réinséré dans le jeu politique, pacifiste et mobilisateur, mais écarté de la course, humilié par des procédures dilatoires. Ce n'est pas une liste électorale, c'est une liste noire, tout simplement. Ce ne sont pas des décisions judiciaires, ce sont des verdicts politiques camouflés, tout simplement. En Côte d'Ivoire, depuis la présence d'Alassane Dramane Ouattara, la loi ne s'applique plus avec égalité. Elle s'applique sélectivement. Elle s'adapte au calcul du RHDP. Elle est flexible pour les corrompus du pouvoir, pour ces voleurs de la République, mais inflexible pour les figures populaires de l'opposition. Ce que le régime ne peut pas battre dans les urnes, il cherche à le neutraliser avant le vote. Ce que le régime ne peut pas diviser par l'argument, il le condamne par les juges. Ce que le régime ne peut pas effacer de la mémoire populaire, il tente de l'effacer des institutions. Nous sommes donc face à une stratégie systémique d'exclusion et de maintien au pouvoir par la fraude. Une stratégie qui consiste à, premièrement, empêcher une vraie pluralité des candidats. Deuxièmement, créer une illusion de compétition en tolérant seulement des candidatures factices ou complices depuis 2020, comme nous l'avons remarqué avec Kakabe. Et vu les démarches aujourd'hui, vous voyez bien qui est le prochain Kakabe de 2025. Et troisièmement, offrir à Alassane Ouattara une victoire par défaut. Mais parlons maintenant du parrainage. Dans un pays où parler peut vous tuer, où penser différemment peut vous coûter votre liberté, où un message sur les réseaux sociaux peut faire débarquer la police sur vous, dans un pays où la peur est devenue la première institution, vous osez demander à un citoyen de parrainer un candidat de l'opposition? Vous lui demandez de livrer sa pièce d'identité, sa photo, son numéro d'électeur et même son empreinte digitale, dans un système tenu par ceux-là même qui menacent, surveillent, humilient. Mais dans ce pays, que se passerait-il si on ose parrainer un opposant? On sera fiché, on sera ciblé, on sera observé, notre nom circulera dans toutes les préfectures, notre chef de quartier même sera informé,
On pourra même perdre notre poste dans une administration, être bloqué dans nos démarches ou être convoqué pour vérification dans un commissariat. Un gouvernement sans scrupules qui favorise les guerres interethniques. Parce qu'on a notre identité. On peut nous interdire un marché, un concours, une affectation. On sera sous surveillance. On sera sous surveillance, nous, nos proches, nos fréquentations. On deviendra un parrain d'opposants, donc un suspect d'un coup d'État potentiel. Quand on arrive au pouvoir par les armes, on se méfie de tout le monde. Celui qui parraine un candidat d'opposition devient un ennemi du régime. Un trait à punir ou à briser. C'est cela, la vérité du parrainage dans une dictature maquillée en démocratie, donc dans une démocrature. Ce parrainage est un instrument de contrôle, une machine d'exclusion. Pendant que l'opposition est harcelée pour collecter des signatures à la main, ville par ville et village par village, le pouvoir, quant à lui, active ses préfets. Il mobilise ses chefs. Il utilise ses agents, ses fichiers, ses réseaux, ses intimidations. Les parrainages du régime Ouattara, eux, arriveront par milliers, sans obstacle. Mais ça, ce n'est pas une élection. C'est un concours de soumission. C'est un jeu qu'ils ont créé eux-mêmes, dans lequel l'opposition a perdu d'avance. Tout simplement. Comment voulez-vous qu'un nouveau candidat, sans moyens d'État comme vous, sans sécurité comme vous, sans administration à ses ordres comme vous, aille chercher ses signatures dans un milieu si violent, violence ethnique occasionnée par vous, alors même que ses partisans risquent l'arrestation, alors même que les autorités locales, sous instruction du RHDP, bloquent, refusent, manipulent. Mais ce n'est pas une règle neutre, c'est un filtre ciblé, une porte verrouillée pour empêcher la relève, tout simplement. Parce que c'est ça le but réel. Empêcher toute nouvelle candidature. Empêcher toute voie libre. Mais pendant ce temps-là, on prétend qu'on respecte la Constitution. On maquille l'exclusion sous les habits d'une procédure. Mais ce que l'on fait, c'est tuer la démocratie par les formulaires. Exécuter le pluralisme avec des stylos et étouffer la souveraineté du peuple. Mais quelle tristesse! Au nom de la régularité technique. Ce n'est pas un parrainage. C'est une arme politique. C'est une traque organisée contre ceux qui rêvent encore de liberté. Alors je le dis avec fermeté, nous ne reconnaîtrons jamais une élection construite sur l'arbitraire. Nous ne légitimerons jamais un pouvoir qui trie ses adversaires. Jamais. Nous ne resterons pas silencieux face à une démocrature ou une démocratie qui vire à la dictature judiciaire. Nous avons vu comment les candidatures ont été verrouillées, ont été écartées, ont été même criminalisées. Mais ce verrouillage n'est pas un accident. Il ne vient pas de nulle part. Il repose sur un système institutionnel entièrement asservi, tout simplement. Un système dont les organes ne fonctionnent plus pour la République, pour les Ivoiriens, mais pour protéger le régime Ouattara. La CEI, la justice, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le Conseil national de sécurité, le Conseil national même de la jeunesse de Côte d'Ivoire, tout a été capturé, instrumentalisé, centralisé. Mais posons maintenant une question essentielle. Pourquoi ce verrouillage? Pourquoi tant d'énergie à contrôler chaque organe? Parce que ce régime ne prépare pas une élection. Il prépare sa propre survie.
La CEI en Côte d'Ivoire n'a d'indépendant que le nom. Son président, Ibrahim Kuibière Koulibaly. C'est un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel sous Alassane Dramane Ouattara. C'est un juriste politique, un soldat administratif. Et le résultat, il est bien là. La révision des listes électorales est opaque. Les radiations ne sont absolument pas motivées. Les recours sont rejetés d'office ou renvoyés vers des juridictions déjà aux ordres. En réalité, chers frères et sœurs, la CEI ne garantit aucune transparence. Elle garantit l'issue attendue. C'est un bras électoral du régime Ouattara. Parce que ce régime ne veut pas seulement gagner une élection. Il veut empêcher toute alternance future. Il veut protéger les crimes économiques. Il veut garantir l'impunité de ceux qui ont détourné, frappé, trahi, verrouillé les institutions. Ils empêchent demain de juger hier. Et pendant ce temps, la peur s'installe, prend racine. Dans les quartiers, les gens disent ne parle pas politique ici, mon frère, ma soeur, ça peut te créer des problèmes. Ne critique pas. On peut t'arrêter. La jeunesse a peur d'entrer en politique. C'est ce qui est devenu la République de Côte d'Ivoire. Un espace où les institutions inspirent la peur, pas le respect. Où l'on se méfie de la justice parce qu'elle est instrumentalisée. Où l'on fuit les convocations. Où l'on apprend à se taire. Mais la Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. C'est un état de verrouillage. Une CEI verrouillée. Un conseil constitutionnel capturé. Une justice politisée. Des organes de contrôle muets. Un conseil national de sécurité omniprésent. Un conseil national de la jeunesse sous emprise de Mamadou Touré. Mais je sais de quoi je parle. Et c'est dans ce climat d'impasse institutionnelle, de verrouillage systémique et de confiscation autoritaire du processus démocratique que le 30 juin 2025, donc je pense avant-hier, une scène d'une rare gravité s'est produite sous les yeux du monde. Ce jour-là, à l'Assemblée nationale, pendant la cérémonie officielle de clôture, je crois que c'était la clôture de la première session parlementaire, les députés du groupe parlementaire PDCI-RDA ont décidé de quitter l'hémicycle. Un boycott politique. Une sortie symbolique. Un geste de rupture. Mais pourquoi ont-ils agi ainsi? Parce que le dialogue politique dans notre pays est bloqué. Parce que la commission électorale indépendante reste aux mains du régime Ouattara. Parce que des leaders majeurs comme le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président Tidiane Thiam ou le ministre Charles Blé Goudé sont radiés sans justification légale. Parce que le pouvoir en place ne veut ni débat, ni arbitrage indépendant, ni transparence. En quittant l'hémicycle, ces députés ont voulu créer un électrochoc. Ils ont voulu rappeler que la démocratie ne peut pas fonctionner quand l'essentiel a été déjà décidé en dehors du peuple. Leur absence était un acte de présence. Un refus d'être complice d'un simulacre républicain. Et je tiens personnellement à saluer cela. Boycotter peut être un signal. Mais à un moment donné, chers aînés, il faudra passer du signal à l'action véritable. Ce régime n'a pas peur des absents. Il a peur de ceux qui s'expriment, de ceux qui dénoncent, de ceux-là qui mobilisent. Alors j'invite nos aînés à plus d'action. Ce qui vient exigera plus qu'un geste symbolique. Ce qui vient exigera une stratégie. Une parole claire, pas ambiguë. Une résistance organisée. Parce que quand le droit ne suffit plus à étouffer la vérité, le régime en place sort l'autre outil, la violence d'État. Il faut donc répondre en conséquence.
mais sûrement plus intelligemment. Dans ce pays, tout est surveillé. Les jeunes militants sont fichés. Les réseaux sociaux sont infiltrés. Les appels à la mobilisation sont interceptés avant même d'être lancés. Les opposants sont géolocalisés. Les fonctionnaires qui sont critiques sont mutés, intimidés ou mis à l'écart. Ce que ce régime Ouattara craint, ce n'est pas un soulèvement armé parce qu'il se croit protégé. Nous ne sommes plus dans une république. Nous sommes dans un régime de convocation sélective. Un régime de garde à vue silencieuse et de prison préventive. Des enseignants manifestant pacifiquement pour réclamer une prime sont arrêtés. Des syndicalistes sont arrêtés pour avoir parlé. Des cadres RHDP eux-mêmes, comme Joël Nguessan, pour avoir osé dire non au 4e mandat, sont arrêtés. Mais s'ils sont capables d'emprisonner leur propre ministre, d'en tuer même, d'en exiler, quand sera-t-il des jeunes du Nord, de mes frères du Nord, des personnes instrumentalisées, des étudiants du Nord? Quand sera-t-il de ces jeunes du Nord qui sont dans le suivisme, qui sont manipulés, endormis, endoctrinés? Alors, chers frères du Nord, soyez prêts également. Je sais que tout est mis en place. Je sais et je suis confiant. Une méthode est mise en place par le régime, c'est je t'arrête si tu dis la vérité et je t'épargne si tu souffres en silence. Voilà le schéma que ce dictateur a tracé en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Lui, un étranger. Pendant que le peuple ivoirien est frappé, le régime, lui, se met en scène. Les chaînes de télévision, Live TV, NCI sont alignées. Les radios évitent les débats. La presse écrite est sous perfusion financière. Les journaux d'État chantent l'évangile d'une pseudo-émergence. Pendant que les journaux libres sont menacés, suspendus ou noyés. Ils ont même peur de diffuser certaines choses parce qu'ils sont menacés. En Côte d'Ivoire, le mensonge est devenu doctrine. L'image a remplacé la réalité. On monte des inaugurations pendant que par derrière on cache des expulsions. On filme des autoroutes pendant qu'on enterre des jeunes morts à la Mata, des prisonniers politiques. Et surtout, on répète en boucle et en boucle que le président Alassane Ouattara n'a pas encore décidé qu'il sera candidat, etc. Mais c'est une mise en scène, une stratégie de diversion. Dans la rue, dans les familles, dans les bus, un climat s'est installé, celui de la peur intériorisée. Les gens disent dans ces endroits, ici on ne parle pas de politique. Parce qu'on ne sait jamais qui écoute. On dit, tais-toi, jeune homme, tu vas aller en prison si tu parles. Mais c'est seulement ça le vrai triomphe du régime. Ce n'est pas seulement d'avoir mis l'opposition sous contrôle, c'est d'avoir réussi à faire taire le peuple sans lui mettre une arme publiquement sur la tempe. Faire taire par réflexe. Faire